Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, se déguise en sans-abri pour tester la police. Ce qui va suivre va vous choquer à vie. Avant de te raconter cette incroyable histoire, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'était une nuit brumeuse à Washington, un air frais qui semblait porter des murmures. Barack Obama, ancien président des États-Unis, marchait lentement dans les couloirs de sa résidence privée, perdu dans ses pensées. Après des années passées à la Maison-Blanche, la politique avait changé, et lui avec. L'injustice raciale, qui semblait ne jamais se dissiper, continuait de le hanter. Lui, le premier président afro-américain, avait vu son pays traverser des moments cruciaux, mais la lutte contre la discrimination raciale restait un combat constant. Ces derniers mois, des rapports inquiétants sur la brutalité policière avaient refait surface. Des incidents où des policiers s'attaquaient sans raison à des innocents, souvent des personnes de couleur. Ce n'était pas une nouvelle crise, c'était une crise persistante. Mais un rapport particulier attira son attention, celui d'une série d'abus flagrants commis par des policiers de Washington, D.C. L'idée de se déguiser en sans-abri pour tester la police surgit dans son esprit comme une étincelle. Et si, pour une fois, il pouvait voir le système de l'intérieur ? Pas en tant que leader mondial, mais en tant qu'individu, une personne invisible, discrète. Obama savait qu'il allait risquer beaucoup, mais c'était une opportunité qu'il ne pouvait pas ignorer. Il allait se glisser sous un masque, non pas pour se cacher, mais pour exposer la vérité. Dans le sous-sol de sa maison, un sac de voyage attendait. À l'intérieur, des vêtements usés, une vieille veste déchirée, des chaussures élimées et une barbe postiche. Obama se regarda dans le miroir. L'homme qu'il voyait n'était plus le charismatique président, mais un sans-abri, prêt à s'aventurer dans les rues de Washington, là où la pauvreté et la violence étaient monnaie courante. Le processus de transformation était presque cathartique. La peau du visage qu'il avait chéri pendant des années était maintenant recouverte d'une fausse barbe, de cicatrices maquillées et d'un visage fatigué. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, étaient maintenant un enchevêtrement de mèches sales. Il enfila les habits du pauvre et se regarda une dernière fois avant de quitter sa maison en pleine nuit. La nuit était son allié, la discrétion son but. La ville semblait différente la nuit. Les phares des voitures effleuraient les visages, les corps errants, les coins sombres où se réfugiaient ceux que la société oubliait. Barack Obama, ou plutôt l'homme qu'il était devenu cette nuit-là, se fondait dans le décor. Les premières heures furent silencieuses. Les passants ne lui prêtaient guère attention, comme à tous les sans-abri de la ville. Mais il sentait la tension dans l'air. Chaque bruit, chaque mouvement pouvait signifier un danger. Il s'installa sur un banc, observant les policiers patrouiller. Les discussions informelles entre les agents semblaient banales, mais il pouvait déjà ressentir la hiérarchie implicite, la façon dont ils se déplaçaient en groupe, avec un certain mépris pour ceux qu'ils considéraient comme des sans-nom. Les regards croisaient le sien, mais aucun ne s'attarda. Ce n'était qu'un sans-abri, après tout. Puis, une voiture de patrouille s'arrêta non loin. 2 policiers en sortirent. Ils semblaient distraits, mais lorsqu'ils virent Obama, leur attitude changea immédiatement. L'un des agents, un homme grand avec des yeux perçants, fixa l'inconnu. Il s'approcha avec une lenteur calculée, comme si la présence de cet homme sur le banc ne lui plaisait pas. « Toi. Qu'est-ce que tu fous ici ?» La voix du policier n'était pas amicale. Obama répondit calmement, sa voix presque tremblante sous son masque, mais il resta ferme dans son rôle de sans-abri. « Je me repose, monsieur. » Le policier fixa encore plus intensément, comme s'il cherchait un signe de déception, un signe qu'il n'était pas vraiment celui qu'il prétendait être. Il ne le trouva pas, et avec un mouvement de tête vers son partenaire, ils reprirent leur chemin, sans autre remarque. Mais dans les yeux d'Obama, un signal venait de se déclencher. Un test venait de commencer, et cette patrouille en serait peut-être la clé. Les jours suivants, Obama se fondit de plus en plus dans la rue, observant, écoutant, interagissant parfois avec d'autres sans-abri. À chaque rencontre, il se familiarisait avec les gestes, les comportements et les attitudes qui caractérisaient la vie dans la rue. Mais ce n'était pas seulement l'adaptation qui le préoccupait. C'était le regard des policiers. De jour en jour, les patrouilles se faisaient plus nombreuses. À chaque coin de rue, à chaque intersection,
il voyait ses agents, trop souvent détournant leur regard ou haussant les sourcils à la vue de jeunes noirs, comme si l'absence de richesse justifiait la méfiance. Une nuit, alors qu'il marchait le long d'une rue déserte, Obama entendit des pas derrière lui. C'était un groupe de 3 policiers. Les 2 premières fois, ils l'avaient ignoré, mais cette fois-ci, ils le suivirent plus longtemps, comme s'ils le surveillaient. Puis, brusquement, l'un des policiers s'approcha de lui et lui ordonna de s'arrêter. Obama, imitant la posture d'un homme fatigué et craintif, se tourna lentement. Ses mains se crispèrent autour de son sac, son cœur battait la chamade. Le policier le scrutait maintenant de plus près, comme s'il cherchait un prétexte pour l'arrêter. « Tu as un endroit où aller ?» demanda-t-il d'une voix autoritaire. « Tu traînes ici depuis trop longtemps. » Obama savait que tout reposait sur sa réponse. S'il se laissait emporter, s'il montrait un signe de nervosité, il risquait d'être placé en garde à vue. Mais, il resta calme. « Je vais partir d'ici. Je voulais juste un peu de repos. » Le policier le fixa encore un moment, puis, après un silence lourd, donna l'ordre de partir. Mais il n'était pas dupe. L'inconnu avec ses habits sales et son regard fuyant ne pouvait être qu'un problème en devenir. Après ces interactions, Obama sentit la tension grandir autour de lui. La violence, même implicite, était toujours présente. Les policiers, bien qu'ils ne l'aient jamais ouvertement menacé, exerçaient une pression constante. Une pression qui ne faisait que confirmer les rapports qu'il avait lus. La police, unilatéralement, se sentait supérieure et justifiait ses actions par des préjugés de classe et de race. Et pendant ce temps, Obama notait tout, prenant des notes mentales sur l'attitude de certains officiers, l'arrogance de leur posture, et les mots qu'ils choisissaient. La transition d'Obama entre la Maison-Blanche et la rue fut plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Il se rendit vite compte que la rue ne donnait pas seulement un toit et une stabilité, elle privait aussi de dignité. Ses premières nuits passées à dormir dans un coin sombre de la ville furent difficiles, non pas à cause du froid, mais à cause du sentiment d'abandon qu'il ressentait. Les autres sans-abri l'observaient de loin, parfois avec méfiance, parfois avec un étonnant mélange de solidarité et de résignation. Il se fit rapidement un compagnon, un homme du nom de Terence, un vétéran de la guerre du Vietnam, qui vivait dans la rue depuis des années. Terence avait l'habitude des policiers. Il savait éviter les problèmes. Ne fais pas de vagues, frère. Fais semblant d'être invisible. C'est comme ça qu'on survit ici, lui conseilla-t-il un soir. Obama se rendit compte que la rue avait son propre langage. Les gens parlaient souvent par gestes, par regard. Quand un policier approchait, le simple fait de détourner les yeux, de se fondre dans l'obscurité était souvent suffisant pour ne pas attirer d'ennui. Mais il était encore nouveau, et ses interactions avec les policiers étaient inévitables. Les nuits devinrent de plus en plus tendues. Obama se cacha dans les ruelles sombres, prêt à observer. Il remarqua que les policiers qui patrouillaient la ville avaient des manières différentes d'interagir avec les sans-abri selon leur origine ethnique, mais plus particulièrement selon leur apparence. Un jeune blanc sans-abri semblait recevoir plus de clémence qu'un homme noir dans les mêmes conditions. Cette observation se confirma encore une fois lorsqu'un policier s'arrêta devant lui, son regard d'abord indifférent, puis perçant lorsqu'il remarqua la couleur de sa peau. « Tu as un problème, toi ?» demanda l'officier, d'un ton menaçant. Obama, fidèle à son personnage, se haussait à peine sur ses pieds, un air de fatigue totale sur le visage. Il répondit d'une voix cassée, « Non, monsieur, je cherche juste un endroit tranquille pour dormir. » L'officier le fixa un moment, comme s'il hésitait à l'interpeller. Puis il détourna les yeux et partit sans un mot. Mais Obama comprit vite que la « tolérance » n'était qu'une illusion. Certains policiers agissaient selon un code non écrit, un code qui faisait de certains sans-abri des cibles privilégiées. Au fur et à mesure de ses explorations dans les rues, Obama comprit que la brutalité policière n'était pas un accident isolé. Elle faisait partie d'un système plus large, un système où les policiers étaient rarement tenus responsables de leurs actions. Les règles étaient claires pour les agents, appliquer la loi, certes, mais aussi garder une certaine hiérarchie parmi ceux qu'ils surveillaient. Un soir, en observant une scène de contrôle, Obama remarqua qu'un groupe de policiers avait encerclé un autre sans-abri, un jeune homme noir, visiblement perturbé.
Lorsqu'il tenta de s'échapper, les policiers réagirent immédiatement, l'attrapant violemment et le jetant au sol. Le bruit sourd de son corps contre le pavé résonna dans l'air. Les policiers se retournèrent, échangeant des regards complices, comme si ce genre de scène faisait partie de leur routine. Le silence de la rue en était le témoin, personne n'intervenait. Personne ne protestait. Obama était sous le choc, mais il savait que s'il s'approchait, il risquait de subir le même traitement. Il se réfugia dans une ruelle, la gorge serrée. Les jours suivants, Obama se fit plus discret. Il savait qu'il était désormais observé. La routine des policiers était toujours la même, mais les regards se durcissaient lorsqu'ils passaient près de lui. Il comprit que les policiers de la ville savaient qui étaient les sans-abri réguliers et qui ne l'étaient pas. Il ne pouvait plus se permettre de se faire remarquer. Cependant, une partie de lui se sentit frustrée par cette invisibilité imposée. Son esprit d'ancien président, son désir d'agir et d'apporter du changement, lui criait de ne pas rester là sans rien faire. Un soir, il décida de tester ses limites et de se rendre dans un quartier où les tensions entre les policiers et la communauté étaient particulièrement fortes. C'était un quartier populaire, où les jeunes noirs étaient souvent confrontés à des contrôles injustifiés. Il voulait voir de ses propres yeux comment la situation évoluait lorsqu'un sans-abri, comme lui, était confronté à la police dans cet environnement. Cette nuit-là, alors qu'il marchait dans le quartier, un policier s'arrêta devant lui. Ce n'était pas un hasard, il avait été repéré. L'officier le regarda un instant, hésitant, avant de poser la question qu'Obama redoutait. « Qu'est-ce que tu fais ici, mec ?» Obama, prenant une grande inspiration, imita l'expression d'un sans-abri en détresse. Il baissa les yeux et murmura « Je cherche juste un endroit pour dormir. » Le policier le fixa un instant, mais quelque chose dans ses yeux changea. L'officier, un jeune homme, sembla perturbé par la situation. Il se tourna alors vers son coéquipier et dit « Ce gars, il est bizarre. Je crois pas qu'il soit vraiment dans la rue. » Le doute. Voilà ce qui frappait Obama. Le policier ne croyait pas en sa transformation, en son déguisement. Mais c'était exactement ce qu'il voulait comprendre. Les policiers ne voyaient pas simplement les gens comme des individus. Ils les catégorisaient selon des stéréotypes, des préjugés. Et dans cette rue, ce préjugé avait pris la forme d'un simple doute. Les jours suivants furent marqués par une intensification des contrôles. Chaque coin de rue semblait être un piège pour les sans-abri, les policiers se montrant plus nombreux et plus menaçants. Mais ce qui effrayait Obama le plus, ce n'était pas la violence évidente, c'était la violence latente. Une violence sournoise qui se manifestait dans les attitudes, dans les paroles. Il se souvenait d'une scène, où un agent avait crié après un jeune homme noir, le forçant à se rendre dans un coin sombre de la rue, loin des regards. « T'as pas le droit d'être là, c'est ma rue », disait-il d'un ton menaçant. Le jeune homme s'était effondré en pleurs, les bras levés, suppliant pour sa vie. Obama ressentait cette oppression, cette altérité. Il était l'observateur, mais il était aussi celui qui, dans son esprit, devenait le porte-parole de ceux qui étaient laissés de côté. Les derniers jours d'Obama dans la rue furent marqués par un sentiment de plus en plus pesant. Il avait recueilli suffisamment de témoignages, observé suffisamment de comportements. Chaque action de la police, chaque arrestation sans fondement, chaque sourire méprisant des agents le faisait se rendre compte que la situation ne faisait qu'empirer. La rue n'était pas seulement un lieu de survie, c'était un terrain de test pour les inégalités raciales. À la fin de cette expérience, Obama savait que le moment était venu de retirer son déguisement. Il n'était plus un simple sans-abri. Il était devenu le témoin d'une réalité brutale qu'il était désormais prêt à exposer au monde. Mais avant cela, il devait d'abord retrouver sa vraie identité, celle qui lui permettait de faire entendre sa voix. Le retour à la normalité, à l'image du leader qu'il avait été, serait difficile, mais nécessaire. La rue lui avait donné une vision crue de la réalité. Mais c'était maintenant à lui de la partager avec ceux qui, comme les policiers qu'il avait observés, ne voyaient pas encore la profondeur